Et si je vous disais que la pharmacie la plus puissante à laquelle vous ayez jamais eu accès n'est pas un bâtiment éclairé par des néons et doté d'un guichet de service au volant? C'est votre cuisine, votre garde-manger, le fond du placard de votre grand-mère. Nous parlons de remèdes si efficaces que les soldats les utilisent sur les champs de bataille. Si fiables qu'elles se sont transmises de génération en génération avant même que quiconque sache ce qu'était un microbe, et si oubliées que la plupart des gens s'en moqueraient aujourd'hui jusqu'au moment où elles fonctionneraient réellement. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certaines de ces histoires ne sont pas de simples contes populaires. La recherche moderne confirme discrètement ce que nos arrière-grands-parents savaient déjà. Ces remèdes fonctionnaient alors. Ils fonctionnent maintenant. Et ils sont assis chez vous en ce moment même. Restez avec nous, car le numéro 18 de cette liste était littéralement utilisé par les dentistes avant même l'existence de l'anesthésie moderne. Et le composé actif est encore présent dans les produits dentaires aujourd'hui. Et le numéro 20, il était utilisé dans l'Europe médiévale pour soigner certaines des plaies infectées les plus horribles qu'on puisse imaginer. Et son fonctionnement repose sur le même principe que celui des pansements utilisés en milieu hospitalier. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de reprendre le contrôle de votre santé. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 remèdes oubliés qui vous guériront instantanément, classés d'impressionnant à absolument incroyable. Premièrement, le miel fermenté à l'ail, l'antibiotique de la cuisine. Commençons par l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez préparer chez vous, avec seulement 2 ingrédients que vous avez probablement déjà. Le miel fermenté à l'ail est exactement ce que son nom indique. De l'ail cru écrasé, plongé dans du miel cru et laissé à fermenter lentement pendant des semaines. Cela paraît simple. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ce bocal est tout simplement remarquable. L'ail contient un composé appelé allisonine, l'une des substances antimicrobiennes naturelles les plus étudiées au monde. Le miel brut possède des propriétés antimicrobiennes naturelles, notamment la production de peroxyde d'hydrogène et une faible activité de l'eau qui tue les bactéries. Lorsqu'on les mélange et qu'on les laisse fermenter, il se passe quelque chose d'intéressant. L'ail s'adoucit, le miel se liquéfie et sa saveur s'intensifie. Et les 2 ingrédients échangent et amplifient mutuellement leurs propriétés médicinales. Les guérisseurs traditionnels d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Asie conservaient sous la main une version de cette préparation pour soigner les maladies hivernales, les maux de gorge et les infections. Avant les antibiotiques, c'était la médecine de première ligne. Les recherches modernes confirment pleinement les mécanismes fondamentaux. Allisone présente une activité antibactérienne, antivirale et antifongique documentée. Le miel brut a été étudié dans le cadre des soins des plaies. Ensemble, leurs effets ne sont pas simplement additifs. Ils agissent en synergie. Voici comment procéder. Écrasez une tête d'ail cru entière. Plongez-le complètement dans du miel local cru, dans un bocal propre. Fermez-le sans serrer pour laisser les gaz s'échapper et laissez-le à température ambiante pendant 3 à 4 semaines en retournant le bocal quotidiennement. Au premier signe de rhume, de mal de gorge ou de toute autre infection, prenez une gousse d'ail avec une cuillère à soupe de miel fermenté. C'est comme l'armoire à pharmacie. Plus on l'ignore, mieux c'est. Ce remède est tombé dans l'oubli, car il exige de la patience et qu'il ne peut être breveté. Mais la pharmacie à 2 ingrédients sur laquelle comptaient vos arrière-grands-parents est toujours aussi efficace aujourd'hui qu'elle l'a toujours été. Considérez cela comme un antibiotique à cuisson lente. Plus il reste en place, plus il se renforce. 2. Pu d'oignon. La poitrine plus dégagée. Celle-ci paraît tellement démodée que la plupart des gens la rejettent immédiatement. Des oignons chauds écrasés, enveloppés dans un linge et appliqués sur la poitrine ou la plante des pieds. On dirait le genre de choses qu'une grand-mère exigerait.
sous les yeux exaspérés de tous. Mais voilà le problème. Les grands-mères avaient raison. Les oignons contiennent des composés soufrés, la même famille de composés qui confèrent à l'ail ses propriétés médicinales si puissantes. Lorsqu'on chauffe et qu'on écrase les oignons, ces composés soufrés deviennent volatiles, c'est-à-dire qu'ils se libèrent dans l'air et dans la peau, appliqués sur la poitrine. Ils pénètrent dans les tissus, stimulent la circulation, fluidifient le mucus et réduisent l'inflammation dans les voies bronchiques sous-jacentes. La médecine traditionnelle européenne, notamment en Russie, en Allemagne et en Europe de l'Est, utilisait les oignons comme traitement efficace contre les rhumes de poitrine importants, les bronchites et les rhumes infantiles. Ce n'était pas une superstition. Il s'agissait d'une procédure médicale pratiquée par des guérisseurs qui en avaient observé l'efficacité depuis des générations. Des recherches modernes ont confirmé que les composés soufrés volatiles des alliums ont de véritables effets anti-inflammatoires et mucolytiques, c'est-à-dire qu'ils dissolvent le mucus. La chaleur du pus augmente également la circulation sanguine dans la zone, accélérant ainsi la guérison. Voici comment procéder. Coupez ou écrasez 2 gros oignons. Réchauffez-les doucement dans une poêle. Ne les faites pas cuire, juste les réchauffer. Enveloppez-les dans une couche de tissu et appliquez-les sur la poitrine pendant 20 à 30 minutes. Pour les pieds, même procédé. Enveloppez les oignons chauds contre la plante des pieds, recouvrez de chaussettes en laine et dormez. Ce remède a été oublié à cause de son odeur. C'est ça. Voilà toute la raison. Mais quand on est au 4e jour d'un rhume de poitrine qui ne veut pas passer, une petite odeur d'oignon semble un compromis tout à fait acceptable. Considérez cela comme un remède si efficace qu'il a dû être abandonné, car il heurtait notre sensibilité moderne. 3. Feu de cidre tonique. L'enfer en bouteille. Le cidre Fires est un remède que certains considèrent comme une valeur absolue et d'autres comme totalement inconnu. Il n'y a pratiquement pas de juste milieu. La recette de base: du vinaigre de cidre infusé à l'ail cru, au gingembre frais, au réfort préparé, au piment fort et parfois à l'oignon, au curcuma et au poivre noir. Laissez infuser pendant 4 semaines, filtrez et prenez-en 1 cuillère à soupe dès les premiers signes de rhume, d'infection des sinus ou de faiblesse du système immunitaire. Le nom est exact. Ça a le goût du feu, mais ça fonctionne comme une fusée. Chaque ingrédient du cidre Fires est reconnu indépendamment pour ses propriétés antimicrobiennes, stimulant la circulation et le système immunitaire. Le vinaigre de cidre crée un milieu acide auquel de nombreux agents pathogènes ne peuvent survivre. L'ail et l'allisonine qu'il contient tuent les bactéries et les virus. Le gingembre possède de puissants effets anti-inflammatoires et réchauffants. Le réfort est l'un des décongestionnants naturels les plus puissants connus. Ces composés dilatent littéralement les sinus. La capsaïcine contenue dans les piments stimule la circulation sanguine et active le système immunitaire. Ensemble, ils constituent ce qui pourrait être le tonique anti-rhume le plus complet de la médecine traditionnelle. Les guérisseurs traditionnels des Appalaches, de la Nouvelle-Angleterre et de toute l'Europe ont perpétué des variantes de cette pratique sous différents noms pendant des siècles. Voici la préparation. Hachez grossièrement une tête d'ail entière, un gros morceau de gingembre, plusieurs cuillères à soupe de réfort frais et une poignée de piment fort. Mettez-les dans un bocal. Recouvrir entièrement de vinaigre de cidre non pasteurisé. Fermez hermétiquement et laissez infuser pendant 4 semaines, en agitant quotidiennement. Filtrer, ajouter du miel selon votre goût et prendre 1 à 2 cuillères à soupe dès les premiers signes de maladie. Le cidre Fires a été oublié, car sa fabrication exige des efforts et du temps, et qu'il ne peut être réduit à un seul composé actif. Mais la potion que les guérisseurs traditionnels des Appalaches proposaient dans leurs étals reste l'arme immunitaire naturelle la plus complète que la plupart des gens n'ont jamais essayée.
Considérez-le comme un remède si puissant qu'il fait pratiquement fuir la maladie. 4. Bain de pied à la moutarde. Le tiroir à fièvre. En voici une qui semble presque trop simple. Eau chaude. Moutarde en poudre. Vos pieds. C'est ça. Mais avant de rejeter cette possibilité, réfléchissez à ceci. Les bains de pieds à la moutarde ont été utilisés pendant des décennies en médecine militaire et dans la pratique populaire européenne comme un moyen rapide et efficace de traiter la fièvre, le rhume et la fatigue. Les infirmières et les hôpitaux de campagne les utilisaient, les sages-femmes les recommandaient, et leur efficacité était suffisamment constante pour que les gens continuent à les utiliser. La moutarde contient des composés appelés isothiocyanates, qui sont de puissants stimulants circulatoires. Dissous dans de l'eau chaude et appliqués sur les pieds, ces composés pénètrent la peau, augmentant considérablement le flux sanguin vers les extrémités. Cela permet de drainer le sang de la tête et de la poitrine congestionnées, de réduire la pression due à la fièvre, d'ouvrir les capillaires et de stimuler la transpiration, ce qui aide le corps à traiter et à éliminer l'infection. Les pieds possèdent certains des plus grands pores du corps et présentent certaines des réponses circulatoires les plus réactives. Ce que vous appliquez sur vos pieds agit sur l'ensemble du corps plus rapidement que presque tous les autres traitements externes. Voici la méthode. 2 cuillères à soupe de moutarde en poudre sèche dans une bassine d'eau aussi chaude que vous pouvez la supporter confortablement. Laissez tremper pendant 20 minutes, enveloppé, dans une couverture chaude. Boire de l'eau chaude ou du thé simultanément. Attendez-vous à transpirer. C'est bien là le problème. Les bains de pieds à la moutarde sont tombés dans l'oubli parce qu'ils ne sont pas glamour et parce que les médicaments antipyrétiques sont plus rapides. Mais pour ce genre de fièvre légère et de fatigue profonde qui accompagnent un rhume, un bain de pieds à la moutarde peut changer la donne en une seule soirée. Considérez cela comme une réinitialisation du système circulatoire qui part de la base. 5. Pus charbonneux. L'aimant à toxines. Le charbon actif fait parler de lui aujourd'hui, notamment pour les bols de smoothie et le blanchiment des dents sur Instagram. Mais la véritable histoire du charbon de bois comme médicament est bien plus grave que cela. Pendant des siècles, les guérisseurs ont utilisé des pâtes de charbon actif, mélangées à de l'eau ou à de la farine de graines de lin, pour former une pâte appliquée sur les plaies infectées, les morsures d'araignées, les piqûres d'insectes et les zones d'infection cutanée. Le mécanisme est réel et bien compris. Le charbon actif est extraordinairement poreux au niveau microscopique et il fixe les toxines, les bactéries et les composés inflammatoires par un processus appelé absorption, les extrayant des tissus et les retenant. Il ne s'agit pas de mythologie populaire. Le charbon actif est aujourd'hui utilisé en médecine d'urgence moderne pour traiter les intoxications. Le même mécanisme agit en externe sur les infections localisées et les morsures. Les guérisseurs traditionnels d'Amérique du Nord, de Europe et des cultures autochtones du monde entier ont découvert indépendamment les propriétés dessinatrices du charbon de bois. Lorsqu'une plaie était infectée et qu'il n'y avait rien d'autre, l'application d'un pu au charbon actif pendant la nuit pouvait visiblement réduire les rougeurs, le gonflement et les écoulements dès le matin. Voici la préparation. Mélangez de la poudre de charbon actif avec juste assez d'eau pour former une pâte épaisse. Pour une meilleure adhérence, ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin moulues. Étalez le produit sur un linge. Appliquez-le sur la zone affectée. Recouvrez d'une autre couche de linge et laissez agir pendant plusieurs heures ou toute la nuit. Les fusains picus ont été oubliés en partie parce qu'ils tachent tout ce qu'ils touchent, d'un noir absolu et irréversible. Mais pour les morsures infectées, les infections cutanées tenaces et l'exposition aux toxines, c'est l'un des remèdes populaires les plus scientifiquement fondés de toute cette liste. Imaginez-le comme le plus petit aspirateur du monde, aspirant tout ce qui est nocif directement à travers la peau. 6. Gargarisme à l'eau salée. La version ancienne.
Vous avez sans doute entendu parler des gargarismes à l'eau salée, mais la version ancienne était différente et plus efficace. Le gargarisme de base à l'eau salée tiède est une méthode bien établie. Il tue les bactéries, réduit l'inflammation et élimine le liquide des tissus enflés de la gorge par osmose. Mais les guérisseurs traditionnels ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ajouté un filet de vinaigre de cidre non pasteurisé, ce qui modifie le pH et augmente le pouvoir antimicrobien. Certains y ont ajouté une pincée de curcuma, dont les effets anti-inflammatoires sont avérés. Certains y ajoutaient une goutte de préparation à base de plantes. Le résultat n'était pas un simple rinçage au sel. Il s'agissait d'un gargarisme thérapeutique complet, agissant simultanément sur plusieurs mécanismes. La pression osmotique réduit l'enflure, le pH acide perturbe les membranes bactériennes et les composés anti-inflammatoires entrent en contact direct avec les tissus enflammés. Les médecins de la Grèce antique recommandaient les gargarismes au sel marin. Les guérisseurs du Moyen Âge les prescrivaient couramment pour les angines et les infections buccales avant même l'existence de toute option chirurgicale. Cela a fonctionné parce que le mécanisme est tout simplement réel et cohérent. Voici la version améliorée. Une cuillère à café pleine de sel marin dans 250 ml d'eau, aussi chaude que vous pouvez la supporter. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre non pasteurisé et une demi-cuillère à café de curcuma, si vous en avez. Gargarisez-vous pendant 30 secondes, 4 à 6 fois par jour. Ne pas avaler. L'ancien gargarisme au sel a été relégué au rang de remède populaire bénin lorsque nous avons développé des antibiotiques pour les infections de la gorge. Mais pendant les 48 premières heures d'un mal de gorge, avant même de savoir s'il est d'origine bactérienne, ce gargarisme peut stopper l'infection nette. Considérez-le comme le bain de bouche antiseptique original qui agit réellement sur l'infection, et pas seulement sur l'odeur. 7. Compresse de vinaigre, le refroidisseur de fièvre. Avant le paracétamol, avant l'aspirine, avant tout médicament contre la fièvre, on utilisait des compresses de vinaigre. Et ils les ont utilisées parce qu'ils fonctionnaient. Un linge imbibé de vinaigre de cidre dilué et appliqué sur le front, la nuque ou les poignets agit par deux mécanismes simultanés. Tout d'abord, l'évaporation du vinaigre refroidit la surface de la peau, évacuant la chaleur du corps exactement comme le fait la transpiration, mais plus rapidement. Deuxièmement, l'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre possède de véritables propriétés anti-inflammatoires qui réduisent la signalisation inflammatoire à l'origine de la fièvre. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les infirmières traditionnelles utilisaient couramment des compresses de vinaigre pour les patients fiévreux. Ils ne pratiquaient pas la médecine au sens moderne du terme, mais ils faisaient quelque chose qui aidait constamment, et l'observation clinique sur plusieurs décennies l'a confirmé. Les sages-femmes, les guérisseurs traditionnels et les guides de remèdes maison recommandaient systématiquement les compresses de vinaigre contre la fièvre. On utilisait la même compresse appliquée sur les tempes et la base du crâne pour soulager les maux de tête. Appliquée sur une peau brûlée par le soleil, l'acide acétique neutralise les composés alcalins issus des dommages causés par le soleil, réduit l'inflammation et procure un soulagement significatif de la douleur. Voici la méthode. Une part de vinaigre de cidre non pasteurisé pour 2 parts de eau fraîche. Imbibez un linge, essorez-le partiellement, appliquez-le sur le front et les poignets en cas de fièvre ou sur les coups de soleil, en le renouvelant toutes les 10 minutes à mesure qu'il se réchauffe. Les compresses de vinaigre ont été remplacées par des comprimés antipyrétiques, plus rapides et ne nécessitant aucun effort. Mais pour la gestion des fièvres légères, chez les enfants, chez les personnes qui ne peuvent pas prendre de médicaments ou comme complément naturel, la compresse de vinaigre fait toujours exactement ce qu'elle a toujours fait. Considérez cela comme le protocole de récupération initiale que votre corps comprend déjà. Huitièmement, inhalation de vapeur d'herbe, la réinitialisation respiratoire. Il s'agit de l'un des remèdes populaires les plus anciens
et les plus universellement pratiquées de l'histoire de l'humanité. Et cela reste l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour vos sinus et vos poumons. De l'eau bouillante, des herbes, une serviette sur la tête. C'est aussi simple que ça. Mais le choix des herbes spécifiques est extrêmement important. Le thym contient du thymol, l'un des antiseptiques naturels les plus puissants connus, tellement puissant qu'il entre dans la composition des bains de bouche antiseptiques commerciaux. Inhalé sous forme de vapeur, le thymol entre en contact direct avec les muqueuses, tuant les agents pathogènes, réduisant l'inflammation et fluidifiant le mucus. L'eucalyptus contient du cinéole, un composé qui ouvre les voies respiratoires, réduit l'inflammation et possède une activité antivirale avérée. La menthe poivrée contient du menthol, qui signale immédiatement aux récepteurs du froid dans vos voies respiratoires de se détendre et de s'ouvrir. Les guérisseurs traditionnels utilisaient depuis des siècles les inhalations de vapeur d'herbe pour traiter les infections respiratoires, la congestion des sinus, la bronchite et les rhumes. Il n'y avait aucun mystère quant à la raison. On pouvait en sentir les effets en quelques minutes. Les recherches modernes sur les composés individuels confirment tout cela. Thymol antimicrobien, cinéole, anti-inflammatoire et mucolytique, menthol, bronchodilatateur. Ensemble, sous forme de vapeur, ils acheminent l'infection directement là où elle se situe. Voici la méthode. Portez l'eau à ébullition. Ajoutez une cuillère à soupe de thym séché, de feuilles d'eucalyptus et de menthe poivrée. Retirez du feu, à poser sur une surface stable. Penchez-vous au-dessus de la casserole. Couvrez votre tête et la casserole avec une serviette et respirez lentement et profondément pendant 10 à 15 minutes. Faites cela 2 fois par jour pour les sinusites et les rhumes de poitrine. Les bains de vapeur aux herbes ont été oubliés, car ils durent 10 minutes. Ça décoiffe les cheveux, et ça oblige à être mal à l'aise pendant un moment. Mais pour les sinusites et les rhumes de poitrine, ils délivrent le médicament directement à la source, d'une manière qu'aucune pilule ne peut reproduire. Considérez-le comme le seul système de livraison qui vous permette d'obtenir vos médicaments. C'est précisément là que réside le problème. 9. Puce oculaire jaune d'œuf. Le vieux remède européen. C'est celui qui suscite le plus de scepticisme de toute cette liste. Un jaune d'œuf chaud enveloppé dans un linge fin, posé sur un œil fermé. Cela ressemble à une histoire de conte de fées. Mais ce vieux remède européen, utilisé notamment en Europe de l'Est et dans la médecine traditionnelle allemande, a été employé pendant des générations pour traiter les orgelets, les paupières enflammées et les infections oculaires précoces. Et quand on comprend le mécanisme, cela paraît tout à fait logique. Un orgelet est une glande sébacée obstruée à la base d'un cil, généralement infecté par des bactéries. Le traitement en médecine moderne consiste en des compresses chaudes et humides, appliquées de façon répétée pour ramollir l'obstruction, augmenter la circulation et faire culminer l'infection. Le jaune d'œuf, chaud et enveloppé dans un linge fin, procure précisément cela, une chaleur humide et constante à une température remarquablement stable. Les lipides et les protéines contenues dans le jaune d'œuf retiennent la chaleur plus longtemps qu'une simple compresse d'eau et la libèrent de façon plus uniforme. Les guérisseurs traditionnels croyaient également que les nutriments contenus dans le jaune d'œuf étaient absorbés par la fine peau des paupières et favorisaient la guérison. Bien que cela soit plus difficile à prouver, le mécanisme de la chaleur humide est parfaitement fiable. Voici la méthode. Séparez le jaune d'un œuf cru. Enveloppez-le dans une seule couche de tissu fin ou de mousseline. Réchauffez-le très doucement. Température corporelle, pas chaude. Et appliquez sur l'œil fermé pendant 15 à 20 minutes. Le jaune conserve une chaleur douce et constante tout au long de sa préparation. Le pus du jaune d'œuf a été remplacé par des compresses chaudes de gaz stérile, fonctionnant selon le même principe. Mais la version traditionnelle était moins chère, plus efficace pour conserver la chaleur
et disponible partout où l'on conservait des œufs. Considérez-le comme la première thérapie par la chaleur ciblée, conçue spécifiquement pour les tissus les plus délicats de votre visage. Mélange de miel et de poivre noir. Le silencieux contre la toux. 2 ingrédients de base. Aucune cuisson requise. L'un des remèdes naturels contre la toux les plus efficaces jamais conçus. Il est prouvé, dans de nombreux essais cliniques, que le miel brut seul est plus efficace que le dextroatorphane, le principe actif de la plupart des sirops contre la toux en vente libre, pour réduire la toux nocturne chez les enfants. L'Organisation mondiale de la santé mentionne même le miel comme remède contre la toux. Ce mécanisme consiste à enrober et apaiser les tissus irrités de la gorge tout en délivrant des composés antimicrobiens directement sur le site de l'infection. Le poivre noir apporte une saveur complètement différente. La pipérine, le composé actif du poivre noir, est un puissant stimulant circulatoire appliqué sur les muqueuses. Il dilate les vaisseaux sanguins, augmente la température corporelle, stimule l'activité immunitaire et décongestionne. C'est aussi un antihistaminique naturel, ce qui explique pourquoi il provoque des éternuements. Cela force littéralement votre corps à dégager les voies respiratoires. La médecine ayurvédique traditionnelle utilise le miel et le poivre noir ensemble pour traiter les affections respiratoires depuis des milliers d'années. La médecine traditionnelle en Asie et en Europe est parvenue indépendamment à la même combinaison. La chaleur du poivre et l'effet apaisant du miel créent un effet thérapeutique parfaitement équilibré. Voici la méthode. 1 cuillère à soupe de miel brut, mélangé à 1/4 de cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu. À prendre lentement en laissant le mélange tapisser la gorge. Répétez toutes les 2 à 3 heures pendant la maladie. On a oublié le miel et le poivre parce qu'on a décidé que le sirop contre la toux devait être un sirop dans un verre doseur avec un bouchon de sécurité enfant. Mais ce remède à 2 ingrédients, qui tient dans un verre à liqueur, calme la toux depuis des millénaires. Imaginez une pastille contre la toux qui combat l'infection tout en soulageant les symptômes. Tirage au sort de la fièvre des tranches de pommes de terre, le remède du vendeur de racines, des tranches de pommes de terre crues sur le front. C'est le remède qui provoque le plus de soupirs d'exaspération. On dirait la définition même d'une vieille superstition. Mais voici pourquoi on le retrouve sans cesse, dans des cultures totalement différentes. La médecine populaire d'Europe de l'Est, les pratiques de guérison traditionnelles d'Amérique latine, les pratiques rurales des Appalaches, toutes aboutissant indépendamment à la même conclusion. La pomme de terre crue est naturellement fraîche et conserve cette fraîcheur de façon constante grâce à sa forte teneur en eau et en amidon. Appliquée sur le front ou la plante des pieds, elle procure une fraîcheur douce et durable, sans la brusquerie de la glace. Elle capte également la chaleur de la peau par une douce conduction. Le même principe physique qui explique l'efficacité des compresses froides. Sa forte teneur en eau fait qu'il ne sèche pas rapidement. L'amidon crée un léger effet de tiraillement à la surface de la peau. Et contrairement à un chiffon humide, il reste en place et conserve sa température plus longtemps. Dans de nombreuses cultures, les guérisseurs traditionnels appliquaient également des tranches de pommes de terre sur les pieds en cas de fièvre, car ils pensaient que les pieds étaient une porte d'entrée pour la régulation de la température corporelle. La compréhension moderne de la circulation et de la vasodilatation périphérique apporte en fait un certain soutien à cette hypothèse. Le refroidissement des extrémités contribue à réduire la température corporelle centrale. Voici la méthode. Coupez une pomme de terre crue en rondelles de 1/4 de pouce. Laissez légèrement refroidir si désiré. Appliquez sur le front et remplacez au fur et à mesure qu'elle se réchauffe. Pour les pieds, placez les tranches sur la plante des pieds et recouvrez-les de chaussettes en coton. Le remède contre la fièvre de la pomme de terre a été oublié car l'ibuprofène agit plus rapidement. Mais pour la gestion des fièvres légères chez les enfants qui ne peuvent pas prendre de médicaments ou en complément d'autres traitements, la tranche de pomme de terre fait exactement ce qu'elle est censée faire. Imaginez une pharmacie de quartier.
Approvisionnée et prête à l'emploi, présente dans chaque cuisine de la Terre. Sachet d'huile de ricin. Le guérisseur profond. Les cataplasmes d'huile de ricin sont un remède que les herboristes et naturopathes sérieux ont discrètement perpétué à travers les décennies de la médecine moderne. Elles n'ont jamais complètement disparu, car les praticiens ont continué à les observer à l'œuvre. La méthode consiste à appliquer sur l'abdomen un linge imbibé d'huile de ricin, recouvert d'un film plastique, puis à appliquer par-dessus une source de chaleur, une bouillotte ou un coussin chauffant, et à laisser en place pendant 1 heure ou plus. Ce traitement est à répéter 3 à 4 fois par semaine pour les affections chroniques. L'huile de ricin contient de l'acide rhininoléique, un composé aux effets anti-inflammatoires documentés. Appliqué avec de la chaleur et laissé en place pendant une période prolongée, le huile de ricin pénètre profondément dans les tissus. Des recherches ont montré que les compresses d'huile de ricin augmentent l'activité lymphatique, les globules blancs étant au cœur de votre réponse immunitaire dans les tissus sous-jacents. Elles semblent favoriser la circulation lymphatique, qui assure l'élimination des déchets internes du corps, et le système de surveillance immunitaire. Ces usages traditionnels incluent les troubles digestifs, la constipation, les fibromes utérins, les kystes ovariens, la congestion hépatique et l'inflammation en général. Edgar Cayce, le guérisseur populaire américain, les a popularisés au début du XXe siècle. Mais des variantes de cette même pratique apparaissent dans la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle européenne. Les naturopathes modernes utilisent couramment les compresses d'huile de ricin. Le mécanisme de stimulation lymphatique est suffisamment étayé par la recherche pour qu'il ne puisse être écarté. Voici la méthode. Imbibez un morceau de flanelle d'huile de ricin pressé à froid. Placez-le sur l'abdomen. Recouvrir de plastique et appliquer de la chaleur pendant 60 à 90 minutes. Reposez-vous complètement pendant le processus. Les compresses d'huile de ricin ont été ignorées par la médecine conventionnelle car elles agissent lentement. Ils nécessitent de la patience et il est impossible de standardiser la dose. Mais pour les affections digestives et inflammatoires chroniques, ils offrent quelque chose que les médicaments pharmaceutiques n'offrent souvent pas. Soutien des systèmes naturels de nettoyage et immunitaire de l'organisme. Considérez cela comme une mise au point de votre système de drainage interne, celle à laquelle personne ne pense jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. 13. Remède contre le pain brûlé. Le charbon de bois d'origine. Cela paraît tellement étrange que c'en est presque inexplicable. Du pain légèrement grillé, des toasts brûlés, essentiellement appliqués sur les petites plaies et les infections. Mais quand on comprend ce qui se passe réellement, cela paraît tout à fait logique. Le pain carbonisé est, au niveau chimique le plus élémentaire, une forme de carbone. Moins raffiné et poreux que le charbon actif, mais fonctionnellement similaire. Les guérisseurs traditionnels qui appliquaient du pain carbonisé sur les coupures infectées et les plaies saignantes utilisaient le même principe d'absorption. Le carbone fixe les toxines bactériennes et les extrait des tissus. Avant l'avènement des antibiotiques, lorsque toute plaie pouvait s'infecter, un pansement de pain carbonisé appliqué pendant la nuit et changé quotidiennement pouvait visiblement atténuer les signes d'infection précoce. Rougeur, gonflement, chaleur et écoulement. Non pas parce que le pain contenait des composés médicinaux spécifiques, mais parce que le carbone agissait comme le fait le carbone, en liant et en éliminant ce qui causait le problème. Ce remède apparaît dans la médecine populaire rurale européenne, dans d'anciens guides ménagers américains et dans diverses traditions de guérison traditionnelles à travers le monde. C'était particulièrement fréquent pour les blessures des enfants et pour les travailleurs n'ayant accès à aucun traitement médical formel. Voici la méthode. Faites brûler un morceau de pain jusqu'à ce qu'il soit complètement carbonisé, mais pas émietté. Laissez refroidir. Appliquez sur la surface de la plaie. Recouvrir d'un linge propre et laisser reposer pendant plusieurs heures. Changez-vous 2 à 3 fois par jour. Le remède du pain brûlé a été oublié avec l'apparition des pansements stériles
et des crèmes antibiotiques. Mais il fonctionne selon le même principe que les pansements au charbon actif, encore utilisés dans les soins modernes des plaies. Considérez cela comme la découverte accidentelle d'un traitement des plaies que les gens ont découvert empiriquement des siècles avant que quiconque comprenne pourquoi cela fonctionnait. 14. Concentré de thé au thym, l'infusion antibiotique naturelle. S'il y a bien une plante qui franchit la frontière entre remèdes traditionnels et domaine pharmaceutique, c'est le thym. Le thymol, principal composé actif du thym, est le même composé utilisé dans le Listerine, dans les solutions antiseptiques commerciales et dans certaines préparations pharmaceutiques contre la toux. L'efficacité antimicrobienne du thymol contre les agents pathogènes respiratoires est si bien établie que les instances réglementaires de la Commission européenne ont officiellement approuvé les préparations à base de thymol pour le traitement de la toux et des infections des voies respiratoires supérieures, non pas comme un remède traditionnel, mais comme un traitement médical reconnu. Son usage traditionnel était universel dans tout le bassin méditerranéen. Le thym était l'herbe respiratoire utilisée pour traiter la bronchite, la coqueluche, les infections pulmonaires et le croc. Le premier traitement envisagé fut une infusion de thym très forte. Cela a fonctionné, car le thymol inhalé sous forme de vapeur de thé chaud, puis avalé, entrant en contact direct avec les tissus de la gorge et des bronches, tue les bactéries et les virus responsables de l'infection. La différence entre un thé temporel et un véritable concentré temporel est significative. Un thé léger libère à peine ses huiles essentielles. Concentré obtenu en faisant infuser une grande quantité de thym séché dans de l'eau bouillante, à couvert, pendant 15 minutes. Libère et retient la dose thérapeutique complète de thymol. Voici la méthode. Incorporer 2 cuillères à soupe de thym séché dans 8 onces d'eau bouillante. Couvrir immédiatement et laisser infuser pendant 15 minutes. La couverture est essentielle pour empêcher les huiles volatiles de s'échapper. Filtrer et boire chaud avec du miel 3 fois par jour pendant la maladie. Le thé thyme a été supplanté par les sirops contre la toux du commerce, dont beaucoup contiennent du thymol. Bref, la différence, c'est que vous pouvez le faire vous-même à la maison en 5 minutes pour une somme modique. Imaginez que c'est comme avoir un traitement respiratoire de qualité pharmaceutique homologué qui pousse dans votre jardin d'herbes aromatiques. 15. Enveloppe dans une feuille de chou. Les feuilles de chou utilisées pour soulager les gonflements s'enroulent autour des articulations enflées, s'appliquent sur les tissus mammaires enflammés et s'utilisent en compresse autour des genoux arthritiques. Cela peut sembler être un remède de la dernière chance, mais il y a une raison pour laquelle ce remède a persisté pendant des siècles, à travers des cultures totalement différentes. Les feuilles de chou contiennent des composés, principalement de la cynorrhodonine et des glucosinolates, qui possèdent de véritables propriétés anti-inflammatoires. Leur structure leur confère également une efficacité unique en tant que traitement topique. Elles sont suffisamment flexibles pour épouser les contours du corps. Elles retiennent l'humidité à la surface de la peau et, lorsqu'elles sont légèrement flétries ou écrasées, elles libèrent leurs composés dans la peau. De nombreux essais cliniques, de véritables études publiées et évaluées par des pairs, ont examiné les enveloppements de feuilles de chou pour l'engorgement mammaire chez les femmes qui allaitent, pour l'arthrose du genou et pour les entorses de la cheville. Les résultats sont systématiquement positifs. Plusieurs essais ont montré que l'enflure diminue plus rapidement avec les enveloppements de feuilles de chou qu'avec le traitement standard. Ce n'est plus de la médecine traditionnelle. Il s'agit de preuves publiées. L'usage traditionnel en Europe, notamment en Allemagne, en Europe de l'Est et en Russie, comprenait des cataplasmes de chou pour pratiquement tous les types de gonflements et d'inflammations localisées. Les plaies infectées, les articulations arthritiques, les entorses et les mammites. Les sages-femmes recommandaient les feuilles de chou pour soulager l'engorgement mammaire après l'accouchement. Et les consultantes en lactation moderne le font encore. Voici la méthode.
Mettez un chou entier au frais. Retirez les feuilles extérieures. Roulez une bouteille de vin dessus pour les meurtrir et les craqueler légèrement. Cela libère les composés. Appliquez directement sur la zone enflée. Recouvrir d'un pansement et laisser reposer pendant 2 heures. Répétez 2 fois par jour. Les wraps aux feuilles de chou ont été ignorés car, franchement, se promener avec des feuilles de chou attachées aux genoux n'est pas pris au sérieux. Mais les données cliniques indiquent que c'est précisément ce que vous devriez faire. Imaginez une pharmacie de supermarché dont l'efficacité a été prouvée par des essais cliniques, mais qui a fait l'objet de moqueries. 16. Application d'alun. L'alun de médecine minérale. Le sulfate d'aluminium et de potassium est un minéral naturel qui a été utilisé en médecine pendant des siècles avant de devenir un conservateur alimentaire et un désodorisant. Les guérisseurs traditionnels l'appliquaient sur les coupures, les égratignures de rasoir, les petites plaies et les aphthées. Et cela a accompli quelque chose de remarquable. Le saignement s'est arrêté presque immédiatement et les tissus se sont refermés, empêchant ainsi l'infection. Le mécanisme relève de la chimie pure. L'alun est un astringent puissant. Elle provoque la contraction des protéines tissulaires, resserrant littéralement les cellules et fermant les petits vaisseaux sanguins à la surface d'une plaie. Cela arrête le saignement. Elle crée également un environnement chimique hostile aux bactéries en abaissant le pH et en extrayant l'humidité des cellules microbiennes. Les barbiers traditionnels gardaient des blocs d'alun sur leur comptoir précisément pour cette raison. Une coupure de rasoir enduite d'alun cesserait de saigner en moins de 30 secondes. Appliquée sur les aphthées et les ulcères buccaux, l'alun absorbe le liquide des tissus enflammés, réduit le gonflement et crée une couche protectrice sur la plaie. De nombreuses personnes affirment qu'une seule application d'alun sur un aphteux à un stade précoce empêche son développement complet. L'usage traditionnel englobe la médecine grecque antique, la pratique ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine populaire européenne. Elle était décrite dans des textes médicaux remontant au 1er siècle après J.C. Voici la méthode. Pour les coupures, humidifiez la pierre d'alun et appliquez-la sur la plaie pendant 30 secondes. Pour les aphtheux, appliquez une pincée d'alun en poudre directement sur l'aphteux pendant 60 secondes, puis rincez. Pour une coupure de rasage, une pierre d'alun humide passée sur la coupure arrête le saignement immédiat. L'alun a été oublié comme minéral médicinal lorsque les crayons stipuleux et les crèmes antiseptiques ont pris le dessus. Mais il est toujours vendu comme produit après rasage, et il fonctionne toujours exactement comme avant. Considérez-le comme l'hématique chirurgicale originale sous forme minérale de poche. 17. Compresse de gingembre, le remède contre la douleur et la raideur. Nous figurons désormais parmi les 4 premiers, et ce sont ceux qui changent véritablement l'opinion des gens sur les bienfaits de la médecine naturelle. Une compresse de gingembre, ça paraît simple. Un linge imbibé d'eau chaude infusée au gingembre et appliqué sur le corps. Mais ses effets sur les tissus sous-jacents sont loin d'être simples. Le gingembre contient des galangas et des galles, composés dont les effets anti-inflammatoires sont parmi les mieux documentés du monde botanique. Des centaines d'essais cliniques ont étudié le gingembre pour soulager la douleur et l'inflammation. Mais le gingembre appliqué localement, contrairement au gingembre ingéré, agit par une voie différente. Pénétration directe dans les tissus superficiels, déclenchant une vasodilatation immédiate, une dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation spectaculaire de la circulation locale. Une meilleure circulation sanguine dans une zone signifie plus d'oxygène, plus de cellules immunitaires, une élimination plus rapide des composés inflammatoires et une chaleur directe sur les tissus musculaires et articulaires tendus. Pour les douleurs profondes de l'arthrite, les raideurs dues aux blessures musculaires et les crampes menstruelles, une compresse de gingembre appliquée chaude peut apporter un soulagement en quelques minutes,
qualitativement différent de tout ce que vous pouvez prendre par voie orale. L'utilisation traditionnelle dans la médecine combinée japonaise et dans la pratique traditionnelle chinoise était très répandue. Des compresses de gingembre étaient appliquées sur les articulations arthritiques, les muscles blessés et les zones de douleur chronique. Le mécanisme a été compris empiriquement. Le gingembre procure une sensation de chaleur intérieure. Voici la méthode. Râpez ou tranchez un gros morceau de gingembre frais. Laissez mijoter dans l'eau pendant 10 minutes sans faire bouillir. Trempez un linge dans l'eau chaude au gingembre. Enduisez partiellement la zone douloureuse et appliquez la chaleur jusqu'à ce qu'elle soit confortablement supportable. Recouvrir d'un linge sec pour conserver la chaleur. Remplacez toutes les 5 minutes pendant 20 minutes. Les compresses de gingembre ont été remplacées par des coussins chauffants et des crèmes analgésiques topiques. Mais les composés actifs réchauffants et anti-inflammatoires du gingembre produisent un effet que la chaleur synthétique seule ne peut pas produire. Considérez-le comme un remède qui crée son propre feu de l'intérieur vers l'extérieur. 18. Remède dentaire à base d'huile de clou de girofle. Le dentiste en bouteille. Et voici celle que je vous avais promise au début. Le remède utilisé par les dentistes professionnels avant l'anesthésie moderne. Celui dont le principe actif se retrouve encore aujourd'hui dans les produits dentaires vendus dans toutes les pharmacies. Huile de clou de girofle contre les maux de dents. Les clous de girofle contiennent de l'eugénol, un composé si efficace pour bloquer la transmission de la douleur dans les tissus nerveux qu'il est classé comme anesthésique local et analgésique. Appliqué directement sur un nerf exposé ou une gencive enflammée, l'eugénol se lie aux récepteurs nerveux et bloque la transmission de la douleur. L'effet se fait sentir en quelques secondes. Ce n'était pas du folklore. L'huile de clou de girofle a été le principal anesthésiant dentaire tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. Les dentistes professionnels l'utilisaient avant l'existence de la lidocaïne synthétique. Son utilisation était courante en dentisterie, et l'eugénol est encore présent aujourd'hui dans les ciments dentaires, les produits d'obturation canalaire et les matériaux d'obturation dentaire utilisés en dentisterie. L'usage traditionnel était universel, partout où l'on trouvait des clous de girofle. Appliquez une gousse d'ail entière sur la dent douloureuse et laissez agir. Imbibez un petit coton d'huile de clou de girofle et appliquez-le sur la zone enflammée. La douleur diminuait suffisamment vite pour que les gens lui fassent entièrement confiance. Les recherches modernes ont pleinement confirmé ce mécanisme. Le eugénol est également anti-inflammatoire et antimicrobien, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de masquer la douleur dentaire, mais qu'il agit sur l'infection ou l'inflammation qui en est la cause. Voici la méthode. Déposez une goutte d'huile de clou de girofle sur un petit coton et appliquez-le directement sur la dent douloureuse ou la gencive enflammée. Autre solution. Placez une gousse d'ail séché entière contre la dent et mordre doucement. L'effet anesthésiant commence en 30 secondes et dure de 30 à 60 minutes. L'huile de clou de girofle a été supplantée par les gels anesthésiants dentaires commerciaux, dont beaucoup contiennent de l'eugénol. Vous utilisez déjà des médicaments à base de clous de girofle. Vous l'achetez simplement dans un tube avec une étiquette pharmaceutique. Considérez-le comme l'anesthésiant dentaire original qui se trouvait dans votre placard à épices depuis tout ce temps, attendant patiemment qu'on s'en souvienne. 19. Lavage à l'eau de riz. Le guérisseur bienveillant. L'eau de riz est un de ces remèdes qui paraît presque trop modeste pour être un véritable médicament. Eau restante après le trempage ou la cuisson du riz. C'est ça. Mais ce simple liquide a deux usages complètement différents et bien documentés, validés à travers les siècles et les cultures. Appliqué sur la peau en lotion ou en compresse, le eau de riz apaise remarquablement bien les peaux irritées, enflammées et sujettes à l'eczéma. Ce mécanisme fait intervenir l'inositol, un composé du riz qui soutient la fonction de barrière cutanée,
ainsi que des composés amylacés qui forment un film protecteur sur les tissus irrités, réduisant la perte d'eau et protégeant les cellules endommagées. Les traditions de beauté japonaises et coréennes ont bâti des philosophies entières de soins de la peau autour de l'eau de riz fermentée. Les recherches cliniques sur l'eau de riz pour la dermatite atopique montrent une amélioration mesurable de la fonction barrière cutanée et une réduction de l'inflammation. Ingérée par voie orale en cas de troubles digestifs. L'eau de riz offre quelque chose de différent. Des glucides facilement assimilables, une petite quantité d'électrolytes et un effet apaisant sur les parois intestinales enflammées. Dans le cadre des interventions contre les épidémies de choléra, on a historiquement utilisé l'eau de riz pour maintenir l'hydratation et soutenir la fonction intestinale. L'Organisation mondiale de la santé a étudié des formules de réhydratation orale à base de eau de riz. Deux problèmes complètement différents. Une préparation simple. Voici la méthode. Faire tremper 2 tasses de riz blanc non cuit dans 4 tasses d'eau pendant 30 minutes. Filtrer ensuite. Pour la peau, appliquez l'eau filtrée en lotion ou imbibez un linge et utilisez-le comme compresse. En cas de troubles digestifs, buvez l'eau de riz tiède avec une petite pincée de sel. L'eau de riz a été oubliée comme médicament car elle a été associée uniquement à la cuisine et aux soins de la peau. Mais le remède qui a permis aux populations humaines de survivre aux épidémies de diarrhée infectieuse et d'apaiser les inflammations cutanées sur tous les continents est toujours aussi efficace qu'auparavant. Considérez-le comme le médicament le plus humble au monde, celui qui était si basique que tout le monde en oubliait que c'était un médicament. Plus de pain et de lait, le tiroir à ébullition. Et nous y voilà. Numéro 20. Celle que j'ai gardée pour la fin car elle représente la plus ancienne tradition de tous les soins populaires des plaies. Du pain trempé dans du lait chaud et appliqué sur la peau infectée. Des furoncles aux échardes profondément enfouis dans les tissus, en passant par les plaies qui commencent à devenir une obsession. Cela ressemble à du désespoir. Comme quelque chose que l'on fait quand on n'a absolument rien d'autre à faire. Mais ce remède était utilisé par les guérisseurs de plaies en Europe médiévale, en Amérique coloniale, dans la médecine des frontières et dans les soins domestiques du début du XXe siècle, car il fonctionnait de manière suffisamment constante pour que les guérisseurs continuent à l'utiliser de génération en génération. Et quand on comprend le mécanisme, la logique est élégante. Le lait chaud ramollit les tissus, notamment la kératine durcie qui se forme sur et autour des furoncles, des échardes et des infections incrustées. C'est crucial. Une écharde enfouie ou un abcès en formation sont entourés d'une forteresse de tissus durcis. Et rien ne pourra les extraire tant que cette forteresse ne s'assouplira pas. L'acide lactique et les protéines du lait créent l'hydratation douce et durable nécessaire pour assouplir complètement même les tissus les plus résistants en profondeur. Le pain sert à la fois de support et de base pour le pus. Maintenant, le lait chaud contre la peau pendant une période prolongée, et assurant ainsi une chaleur et une humidité constantes. Le carbone du pain, surtout s'il est légèrement rassis ou de la veille, crée un léger effet de dessin. Cette combinaison crée les conditions permettant au processus naturel de l'organisme de s'achever. L'abcès atteint son point culminant. L'écharde migre vers la surface. L'infection se propage vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Les guérisseurs traditionnels le comprenaient empiriquement. Les soins modernes des plaies confirment ce mécanisme. La chaleur humide appliquée de manière constante permet d'extraire exactement ce qui doit sortir. Voici la méthode. Déchirez une tranche de pain dans un petit bol. Versez du lait chaud dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement imbibé et mou. Appliquez le pus chaud directement sur le furoncle, la plaie infectée ou la zone de l'écharde. Recouvrir d'un linge et laisser reposer pendant plusieurs heures ou toute la nuit. À remplacer 2 fois par jour. En 1 ou 2 jours, la plupart des furoncles arrivent à maturité. La plupart des échardes sont remontées à la surface. Le pus contenu dans le pain et le lait a été oublié car les instruments de préhension et les antibiotiques
sont devenus la méthode standard pour traiter les furoncles et les abcès. Mais pour le furoncle à un stade précoce qui ne s'est pas encore formé, pour l'écharde profondément incrustée, pour la plaie infectée qui commence à se refermer sur les impuretés, ce pu agit de manière remarquablement spécifique. Cela ne combat pas l'infection. Cela crée les conditions dont votre corps a besoin pour résoudre le problème lui-même. Et c'est là tout le génie de la liste que nous avons passé en revue aujourd'hui. Ces remèdes n'obligent pas votre corps à faire quelque chose d'artificiel. Ils agissent en harmonie avec les systèmes de votre corps. Ils favorisent la circulation, la fonction immunitaire, la cicatrisation de la barrière cutanée et le drainage naturel. Ce ne sont pas des tours. Il s'agit de la sagesse accumulée au fil de milliers d'années d'attention humaine. Voilà, c'est tout. 20 remèdes oubliés que toutes les générations qui nous ont précédés connaissaient par cœur. Du miel à l'ail fermenté dans votre garde-manger, au pu du pain et du lait qui pourraient vous arracher une écharde en ce moment même. Ce ne sont pas des curiosités, ce sont des outils, et ce savoir vous appartient. Notez-le, partagez-le avec quelqu'un. Essayez-en une la prochaine fois que vous aurez un rhume de poitrine, un mal de gorge ou une plaie tenace qui ne veut pas guérir. Vous serez peut-être surpris de la rapidité avec laquelle vous vous souviendrez pourquoi les gens leur ont fait confiance pendant si longtemps. Si cela vous a apporté quelque chose d'utile aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour aider d'autres personnes à trouver cette chaîne et à découvrir ces informations. Et abonnez-vous à Homestead Roots si ce n'est pas déjà fait, car chaque semaine, nous approfondissons les connaissances de guérison qui étaient pourtant à la portée de tous, attendant que ceux qui étaient prêts à les utiliser. C'est un savoir que possédaient vos grands-parents. Maintenant, il est à vous.